Invité de ce 20h, Aboubacar Nakanabo, ministre de l'économie, des finances et de la prospective. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Alors, avec vous, il sera question de pas mal de sujets d'actualité, mais nous allons commencer avec le fonds de soutien à la restauration de l'intégrité du territoire. Alors, est-ce que d'ores et déjà, vous pouvez nous présenter ce fonds de soutien? Est-ce un fonds de soutien au gouvernement ou un fonds de soutien à l'armée dans sa lutte contre le terrorisme? Merci pour cette question. Alors, tout de suite, il faut qu'on précise que ce n'est pas un fonds de soutien au gouvernement. Ce n'est pas directement aussi un fonds de soutien à l'armée. Vous avez appris que le gouvernement a décidé de recruter 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Et ces 50 000 volontaires, naturellement, il faut les prendre en charge, il faut les équiper pour qu'ils soient opérationnels sur le terrain. Et à ce titre, il est évident qu'il faut dégager des ressources pour faire face à ces nouveaux besoins qui est créé par la situation. Donc le fonds de soutien à la restauration sera un fonds qui va nous permettre de prendre en charge les volontaires pour la défense de la patrie et également leurs équipements pour qu'ils soient opérationnels sur le terrain. Justement, vous avez parlé de ressources pour alimenter ce fonds. Où est-ce qu'il faut donc aller chercher ces ressources-là? Quelles sont les ressources qui devraient alimenter ce fonds? Alors, ici, nous avons voulu que les Burkinabés eux-mêmes contribuent à leur sécurité. La question sécuritaire est une question qui préoccupe tout le monde aujourd'hui. Certains de nos compatriotes sont au front face à l'ennemi et d'autres sont dans des bureaux, ils travaillent, mais aujourd'hui, quand on parle de la contribution à l'effort de guerre, chacun peut contribuer à sa façon. Et nous avons estimé que les Burkinabés pouvaient contribuer un tant soit peu à faire face à cette situation parce qu'il est évident que c'est une situation qui doit mobiliser tous les Burkinabés. Et aujourd'hui, nous avons voulu que les Burkinabés contribuent pour montrer également leur engagement et leur détermination aux côtés des forces qui sont sur le terrain. Justement, certains citoyens affirment qu'au lieu de mobiliser d'autres ressources, il faut plutôt voir du côté de l'armée qui n'arrive pas à absorber les ressources mises à sa disposition par le budget national, par exemple. Et quelle est donc la situation exacte des dépenses liées au secteur de la défense et de la sécurité ces dernières années? Oui, c'est vraiment étonnant d'entendre que l'armée n'arrive pas à épuiser les crédits mis à sa disposition, parce que ce n'est pas exact. Comme vous voulez une situation exacte, je vais lire les chiffres que j'ai sous la main pour vous permettre d'avoir donc la réalité de ces chiffres. Alors, en 2017, 111 milliards ont été mis à la disposition de l'armée et à l'arrivée, l'armée a consommé 114 milliards. Cela veut dire qu'il y a une rallonge de près de 3 milliards. En 2018, 173 milliards et 169 milliards consommés. Donc, en ce moment, il y a eu 3 milliards qui n'ont pas été consommés. Ça, c'est juste l'année 2018. En 2019, 209 milliards mis à la disposition de l'armée et 210 milliards consommés, donc 1 milliard de rallonge. Ça veut dire qu'on a dépassé ce qui avait été prévu d'1 milliard. En 2020, 220 milliards ont été mis à la disposition de l'armée et 223 milliards consommés, donc 3 milliards de rallonge. En 2021, 254 milliards mis à la disposition et 255 milliards consommés, donc près d'1 milliard de rallonge. Et en 2022, 290 milliards mis à la disposition et tenez-vous bien, 377 milliards consommés, donc 87 milliards de rallonge. Donc je ne sais pas d'où vient cette information qui tend à dire que l'armée n'arrive pas à consommer ses crédits. Mais il y a aussi cette autre opinion qui pense que le gouvernement devrait plutôt explorer d'autres pistes, comme l'apurement des restes à recouvrer lors des poursuites, des mises en cause dans des dossiers de crimes économiques. On a eu vent justement de ce dossier de charbon fin, c'est un exemple. Et que ce serait également une option pour mobiliser le maximum de ressources en tout cas. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Oui, c'est vrai. Si on arrive à recouvrer les restes à recouvrer et également tout ce qui est lié donc au dossier que vous citez comme charbon fin et autres, ça serait une très bonne chose. Mais on a besoin d'argent maintenant, aujourd'hui, pour faire face à la situation. Les VDP ont déjà été recrutés. Ils sont en train d'être formés. Ils seront déployés sur le terrain. Quel temps faut-il mettre pour recouvrer toutes ces sommes
et aller donc aider les BDP sur le terrain pour qu'ils soient opérationnels. Quel temps faut-il mettre pour finir la procédure liée donc à ces dossiers de charbon dont vous parlez pour pouvoir faire face à la situation? Aujourd'hui, on ne peut pas attendre. Nous sommes dans une situation où les gens sont déjà en train d'être formés, ils vont être déployés sur le terrain, il faut bien qu'on les prenne en charge. Donc, les dossiers dont vous parlez, c'est vrai, mais là, il faut même donner l'occasion justement d'en parler. Quand vous prenez les restes à recouvrer, les restes à recouvrer, en réalité, quand les gens donnent le montant, ils n'ont pas tous les détails. Quand vous prenez les restes à recouvrer, il y a plusieurs composants. D'abord, qu'est-ce qu'un reste à recouvrer? Les restes à recouvrer constituent en fait des montants qui sont issus des redressements fiscaux ou qui sont issus des déclarations des contribuables, mais non payés. Alors, quand vous faites la part des choses, vous allez voir que dans ces restes à recouvrer, il y a plus de 200 milliards qui correspondent à une somme que l'État doit à lui-même. Je vous explique très simplement. Pour les marchés à financement extérieur, un marché financé par les bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds disent que leur argent ne servira pas à payer l'impôt. Donc, dans le mécanisme, ce qui est prévu, c'est l'État même qui prend en charge et la TVA et les droits d'enregistrement. Pour faire simple, si vous prenez un marché d'1 milliard, la TVA fait 180 millions. Et les droits d'enregistrement font 30 millions. Donc, 210 millions, c'est pris en charge par l'État. Et ce qui se passe, c'est que au niveau du Trésor, il y a une ligne qui est prévue chaque année. Et à l'arrivée, les montants de la TVA prise en charge par l'État dépassent ce qui est inscrit dans la ligne. Donc, il y a toujours des dettes qui s'accumulent. Mais c'est une dette de l'État sur l'État. C'est juste un simple jeu d'écriture. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple simple, c'est pour dire que, en réalité, quand vous prenez les restes à recouvrer, il y a des entreprises qui sont inactives, pour lesquelles on ne peut plus recouvrer. Si vous prenez une entreprise qui a fermé depuis 2010 par là, aujourd'hui, la dette est toujours là. Ce qui se passe, c'est que c'est une dette qui est là, mais qu'on ne peut pas recouvrer. Et justement, pour pouvoir résoudre cela, il y a une stratégie qui est mise en place. Il y a ce qu'on appelle les admissions en non-valeur. Ce qui doit nous permettre de faire les tri pour voir les dettes qui ne peuvent pas être recouvrées. Les personnes physiques qui sont décédées, les personnes morales qui ont fermé leur entreprise. Il faut qu'on fasse le point et qu'on essaie de déclasser ces dettes pour pouvoir ressortir le montant réel. Et aujourd'hui, sur les montants qui sont annoncés sur les restes à recouvrer, si on fait la part des choses entre ce que l'État doit à lui-même, entre ce qui ne peut plus être recouvré du fait que les contribuables ne sont plus là, à la limite, on va aller à moins de la moitié du montant annoncé. Et c'est un montant qui est dynamique parce que les redressements fiscaux se font tous les jours. Donc, le montant évolue. Il y a des recouvrements qui sont faits, mais il y a encore d'autres redressements. Et les services des impôts font des efforts pour recouvrer autant qu'ils peuvent. Mais comme il y a d'autres redressements qui viennent, ça continue donc de s'accumuler. Alors, Monsieur le ministre, dans votre mécanisme de collecte des ressources pour alimenter le fonds de soutien, il a été fait cas d'une contribution des travailleurs du public et du privé sur le revenu mensuel à travers l'application du taux d'1% sur le revenu mensuel net après déduction faite bien sûr de l'IUTS et de la pension. Monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas la création d'un nouvel impôt? Non, pas du tout. Ce n'est pas un nouvel impôt. On a bien dit une contribution. C'est-à-dire que dans la situation particulière que nous vivons, nous demandons simplement aux travailleurs d'apporter une petite contribution qui pourra aider l'État à faire face donc aux besoins créés par cette situation, notamment la prise en charge des BDP. Alors, quand on dit 1%, c'est vrai, ça ampute quelque chose du salaire du travailleur. Mais à quoi ça correspond exactement? Si vous avez un salaire de 100 000, 1% de 100 000, ça fait 1 000 francs par mois. Si vous avez un salaire de 500 000, 1%, ça fait 5 000 francs. Si vous avez un salaire d'1 million, 1%, ça fait 10 000 francs. Donc l'idée ici, c'est de demander que chaque travailleur puisse donner une petite somme qui, à son niveau, en principe, n'impacte pas sérieusement son revenu, mais au regard du nombre de travailleurs, donc ça crée une masse qui permet donc d'avoir des montants assez consistants pour pouvoir faire face donc à ce besoin qui a été créé par la situation que nous vivons. Justement, en termes de simulation, que représente ces 1% et pendant combien de temps ça va durer? Alors, dans les projets de textes que nous avons prévu que ça dure 2 ans. Mais en réalité, on a bien précisé que si la raison pour laquelle les fonds a été créé n'existe plus,
alors on met fin au fonds et les soldes est versé au trésor public. Donc, en termes de montant, qu'est-ce que ça représente? J'ai donné à peu près au niveau individuel ce que ça représente. Mais si on fait la masse avec tous les travailleurs du privé et tous les travailleurs du public, ça va donner 20 milliards. Donc, aujourd'hui, si moi je touche 500 000, si je consens à donner 5 000 francs, ça va permettre au niveau donc, national, pour les travailleurs du public et du privé, de collecter 20 milliards pour pouvoir faire face donc aux besoins, notamment la prise en charge des VDP. Et qu'est-ce que le gouvernement offre comme garantie pour une bonne gestion de ces fonds qui seront collectés? Cela est très important. Et le président Ibrahim Traoré lui-même a insisté pour que toutes les dispositions soient prises pour que la gestion soit la plus transparente possible. Et comment cela va se faire? On a créé le fonds et on l'a déconnecté totalement du budget. Faire en sorte qu'on mette un comité en place, un comité composé de personnes considérées comme étant des personnes de très bonne moralité pour pouvoir gérer ce fonds. On va trouver ces personnes parmi les responsables à un certain niveau, peut-être les responsables au niveau coutumier. On a même pensé à mettre les responsables des syndicats et on a prévu qu'il y ait un contrôle régulier de l'ASE, trimestriel ou semestriel, selon bien sûr la périodicité qui sera choisie. Et également à la fin, qu'il y ait une reddition des comptes à la Cour des comptes. Tout cela pour pouvoir assurer une garantie de transparence. Parce qu'on est convaincu que les Burkinabés veulent bien contribuer, mais ils se posent souvent des questions sur la gestion des ressources. Et cela, nous avons fait de cela un point d'honneur, faire en sorte que la gestion soit la plus transparente possible. Alors, Monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette dernière question. Vous venez de parler tout à l'heure de l'ASE-LC, l'organe chargé du contrôle et de la bonne gestion des finances publiques. Il semblerait donc que des budgets comme celui de l'armée échapperaient à tout contrôle de certaines institutions comme l'ASE-LC. Qu'en est-il exactement? Alors, je ne sais pas si dans le passé, le budget de l'armée échappait au contrôle de l'ASE-LC, mais actuellement, au moment où je vous parle, l'ASE est en contrôle au niveau de l'armée. Donc, si c'était le cas, ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'accord. Ben, merci, Monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. Merci pour toutes ces précisions.